Bonjour à tous et bienvenue au Mardi Techno de Robotic Place. Aujourd'hui, avec Philippe, on va parler des interfaces vocales autour d'une question. Les interfaces vocales et au-delà l'assistance vocale sont-elles aujourd'hui des solutions matures pour permettre à des opérateurs, à des utilisateurs humains d'interagir facilement avec des robots, des machines, des systèmes d'information? Bonjour Luc, effectivement c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans les 30 minutes qui suivent à travers deux sujets. Un sujet d'acceptabilité sociale de ce type de technologie, ce qu'on appelle le Human Readiness Level, et un sujet de maturité technologique, Technology Readiness Level. Bonjour, je suis Philippe Crespin, le président de Simsoft Industries, une jeune entreprise innovante basée à la Beige, et nous développons des assistants vocaux dans le domaine industriel pour aider les techniciens de production, de maintenance, de contrôle qualité à réaliser leurs tâches. Et je suis Luc Trunzler, associé chez Spoon, où nous développons des personnages interactifs, empathiques, expressifs, qui peuvent s'interfacer sur tout type d'écran et qui peuvent voir, qui peuvent entendre, qui peuvent parler, qui peuvent réagir face à un utilisateur humain pour lui délivrer des services de façon très intuitive et très inclusive. Pour répondre à notre problématique, on va procéder en 3 points. On va dans un premier temps partir des besoins du terrain qu'on recense régulièrement avec Philippe sur quels sont les besoins d'interaction qu'on a aujourd'hui avec les machines. Puis, dans un second temps, nous identifierons en fait les contraintes, on partagera avec vous les contraintes qu'on voit aussi sur le terrain de l'usage du vocal dans des environnements d'exploitation. Et on finira par faire un focus justement de la maturité aujourd'hui de ces interfaces vocales pour répondre à ces fameux besoins qu'on aura vus et en prenant en compte ces fameuses contraintes qu'on aura aussi vues ensemble. Et en dernier temps, on vous rejoindra pour partager vos avis, vos questions et vos réactions. Donc effectivement, Luc, le besoin exprimé est double sur le terrain. D'une part, les fabricants de machines qui souhaitent avoir des listes de commandes vocales en complément des écrans de contrôle existants pour faciliter l'utilisation de ces machines et leur exploitation par des techniciens. Et on a aussi les exploitants de ces solutions, de ces équipements, exploitants qui peuvent provenir de différents milieux, les milieux industriels, milieux hospitaliers, les collectivités, les chantiers BTP, et qui vont rechercher à travers ces interfaces-là un gain de productivité, rendre leurs opérateurs plus efficaces, plus autonomes. Donc on va partager avec vous en fait 8 besoins, 8 fonctions clés qu'on recense donc régulièrement sur le terrain quand il s'agit d'interagir avec les machines. On va vous les lister, il n'y a pas forcément d'ordre de priorisation. Il y a un premier besoin qui est un besoin de reporting d'information. Je souhaite, en interagissant avec ma machine, connaître un état, sa température de fonctionnement par exemple, sa charge. Donc besoin de reporting. Un deuxième besoin autour de l'assistance à l'usage. Comment je peux arriver à manipuler justement ce bras? Où est-ce que je peux trouver dans la documentation telle ou telle information? Qu'est-ce que je dois faire quand tel événement se produit sur ma machine? Assistance à l'usage. La formation continue. Je souhaite que mon opérateur, au fil des interactions qu'il va avoir avec la machine, monte en compétences. On parle en anglais de learning by doing, par exemple. Il y a un autre point, un quatrième, qui est la maintenance corrective. Quand ma machine, mon robot, mon système d'information tombe en rade, comment il peut, dans l'interaction, m'aider à le débugger? Aide-moi à identifier, par exemple, d'où vient le problème, ou sinon, aide-moi à faire appel à l'expert qui va bien sur ce sujet. Donc un cinquième point, Luc, c'est tout ce qui est information sur le processus de fabrication. Où est-ce que j'en suis dans le processus? Combien de pièces ont été fabriquées aujourd'hui? Le 6e point, c'est le contrôle machine, donc la capacité à lancer des commandes par l'interaction vocale, d'arrêt, de mise en pause, de stop de machine, un lancement d'exécution d'un programme. Le 7e point, c'est l'aide à la maintenance préventive. Donc l'idée, c'est d'accéder à la bonne gamme de maintenance préventive, de la dérouler, d'être certain effectivement de l'avoir validée. Et le dernier point, c'est la facilitation du travail collaboratif. L'idée, c'est qu'un dialogue entre un opérateur et une machine va permettre en fait d'améliorer la compréhension et la répartition du travail entre cet humain et cette machine, par exemple dans l'exemple d'un cobot. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ces technologies d'interaction vocale, mais il y a aussi beaucoup de craintes, beaucoup d'incertitudes, notamment liées à l'applicabilité de ces dispositifs innovants dans des environnements opérationnels. Donc on observe aujourd'hui 8 contraintes typiques justement de cet environnement opérationnel qui vont impacter fortement la techno vocale.
La première contrainte, c'est le bruit. Les environnements d'usine, d'exploitation sont bruyants. Les techniciens peuvent porter des bouchons d'oreilles, moulés, connectés, etc. Et donc, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces technologies d'interaction vocale fonctionnent dans un bruit, et dans un bruit, la plupart du temps, soutenu? La deuxième question qu'on peut se poser, c'est tout ce qui est intégration dans un logiciel et un matériel existant. Que va dire mon IT? Le logiciel existant aujourd'hui, c'est typiquement des ERP, des MES, des Manufacturing Execution System, des outils de GMAO. Dans quelle mesure l'IT, pour des problématiques de sécurité, d'intégration, va accepter qu'un assistant vocal intelligent se couple à ces logiciels existants? Le troisième point, c'est le respect des processus certifiés. Aujourd'hui, ces processus sont soutenus par le Bureau des méthodes et qualités. Que va dire ce Bureau des méthodes quand cet assistant vocal va digérer les procédures, les gammes, les instructions de travail et va les transmettre à l'opérateur à sa sauce, en quelque sorte? Et puis le quatrième point, c'est la sécurité des opérations. Qu'est-ce qui se passe si un assistant vocal qui guide l'opérateur se trompe et fait que l'opération qui est réalisée se passe mal, l'opérateur se met en danger, etc. Qui en a la responsabilité? En cinquième contrainte, on va avoir les accents, les différents accents, les différentes langues des opérateurs. En sixième, on va avoir l'impossibilité ou la difficulté de se connecter à Internet pour faire appel à toute la puissance du cloud de calcul pour faire une bonne reconnaissance vocale. On va avoir en septième contrainte l'acceptabilité, la confiance des utilisateurs finaux. Si ces derniers ne souhaitent pas interagir par la voix pour X raisons avec un dispositif, on ne va pas pouvoir aller de l'avant. Et un dernier qui est un peu lié au précédent, qui est l'intimité. À pas confondre avec la confidentialité, on en reparlera tout à l'heure. L'intimité, je pense par exemple aux personnes qui sont sensibles, qui sont discrètes, timides, vont pas forcément être à l'aise pour extérioriser avec la voix dans un espace collectif un ordre vocal, même si c'est par rapport à une machine. Donc on a vu 8 besoins, on vient de voir 8 contraintes. Ce qu'on va faire là dans la troisième partie, c'est de rentrer un peu plus dans le détail sur la maturité donc, des interfaces vocales pour répondre à ces besoins et en prenant en compte ces contraintes. Juste avant de donner la parole à Philippe, je vais brasser quand même ce qui existe aujourd'hui en état de l'art. Il y a 2 outils aujourd'hui qui sont déjà utilisés, qui ne sont pas des interfaces vocales, pour répondre en partie ou intégralement à ces 8 besoins. Le premier, c'est le bon vieux papier, qui ne va pas répondre aux 8 besoins qu'on a vus tout à l'heure, mais il va au moins répondre à 2 des 8 besoins. Il va permettre de faire du reporting d'informations ou de la documentation. Le papier, c'est quelque chose qui est peu coûteux, qui est facile à mettre en œuvre, mais qui propose des gros problèmes de lisibilité, de traçabilité, de sécurité d'information. Donc c'est souvent un outil bien sûr qui est mis de côté. Celui qui est le plus plébiscité aujourd'hui, c'est le deuxième, c'est les logiciels. Logiciels de commande, logiciels de gestion, qui vont s'interfacer sur un ordinateur portable ou fixe, une tablette encastrée ou libre, un smartphone, et qui va proposer une interface homme-machine navigationnelle avec comme principal avantage de pouvoir avoir quelque chose qui est quand même bien éprouvé, très sécurisé, très ordonné, mais qui va présenter des inconvénients, notamment la prise en main de ces types d'outils qui sont différents d'un outil à un autre. C'est à chaque fois une modalité d'interaction qui est différente, donc une formation, et aussi au quotidien, une facilité d'usage qui n'est pas toujours au rendez-vous. Et c'est là où les interfaces vocales vont tirer leur épingle du jeu. Tout à fait, Luc. Donc, je vais distinguer 2 types de technologies en interface vocale. Une technologie de reconnaissance et synthèse vocale dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, parler du concept d'assistance vocale. Donc, pour la reconnaissance et synthèse vocale, donc, c'est traduire de la voix en texte pour la reconnaissance vocale et du texte en voix pour la synthèse vocale dans des solutions qui peuvent être embarquées sur un device, un smartphone, un PC, une tablette, mais aussi sur le cloud. Et dans cette reconnaissance vocale, il y a des sujets, des points un petit peu délicats à traiter. Le premier, c'est le port d'un casque et d'un micro, donc qui rejoint un petit peu la problématique d'acceptabilité et de confiance dont on parlait Luc tout à l'heure. Le technicien, pour interagir en fait avec la machine, avec l'équipement, doit se doter, dans la plupart des cas, d'un casque et d'un micro. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe si effectivement il a déjà un casque et un micro porté, ou ne serait-ce qu'un EPI, un équipement de protection individuelle? Le casque et le micro, il y a tous les prix, toutes les technologies. Ça doit être accepté par le technicien. Deuxième point traité, c'est la sensibilité de la reconnaissance vocale. Aujourd'hui, toutes les reconnaissances vocales du monde, qu'elles soient sur de la dictée libre ou des systèmes de commande vocale, vont être sensibles à 2 choses. L'accent des techniciens et le bruit de l'environnement de travail, et puis également la notion de mot métier. Et effectivement, il se trouve que dans l'industrie, Luc, tous les processus métiers sont encadrés par des dictionnaires métiers, par des lexiques, par des sigles et des abréviations spécifiques.
Le troisième point, c'est l'acceptabilité des opérateurs, on en a parlé. La question quand même est ouverte. Qu'est-ce qui ferait qu'un technicien, un opérateur, un compagnon utilise de 8h du matin à 17h le soir un assistant vocal pour l'accompagner dans la réalisation de ces différentes tâches? Et c'est une vraie question d'acceptabilité. Le dernier point aussi, c'est la notion de synthèse vocale. Quand on parle de synthèse vocale, effectivement, il y a la machine qui va parler à l'opérateur, qui va lui donner des consignes, des recommandations, des points d'alerte. Aujourd'hui, tout le monde comprend bien que répondre toute la journée à des consignes données par un petit chef, même s'il est guidé par de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est extrêmement contre-productif dans l'acceptabilité de ces dispositifs vis-à-vis de ces techniciens. Le deuxième sujet, c'est l'assistance vocale. Donc là, on a un niveau un petit peu supérieur. On ne se contente plus de traduire simplement de la voix en texte et du texte en voix, mais on va introduire la capacité à dialoguer entre l'opérateur et la machine par le langage naturel, donc avec les mots de l'opérateur. Alors ce dialogue, qui est basé donc sur de la compréhension d'intention de l'utilisateur, il va permettre des choses plus poussées. Donc on comprend que c'est des concepts un petit peu plus évolués que la simple liste de commandes vocales. On comprend aussi que dans les fonctions d'assistance, on va pouvoir faire des choses un petit peu plus évoluées. On a parlé d'assistance à la maintenance corrective, d'assistance à la maintenance préventive, de guidage sur des opérations qui peuvent être rares, complexes. Et donc on comprend bien que la simple reconnaissance vocale ne va pas pouvoir permettre de répondre à ce besoin d'assistance intelligente. On va aussi introduire, Luc l'a dit tout à l'heure, le concept d'assistance, de formation au poste de travail, ce qu'on appelle le learning by doing. Alors c'est quelque chose qui est assez peu déployé aujourd'hui dans les environnements industriels, et pourtant qui est extrêmement porteur, notamment dans la formation aux techniciens, aux opérateurs et aux compagnons. Le dernier sujet que permet l'assistance vocale, c'est la coopération en machine. Donc effectivement, cette répartition du travail, cette compréhension de qui fait quoi dans un travail collaboratif, on sent bien que ce dialogue, ces tours de parole effectués entre un opérateur et la machine, va permettre de lever un certain nombre d'incertitudes et d'améliorer cette coopération. Donc là, nous allons voir une vidéo qui va présenter en fait ces services d'assistance vocale en environnement opérationnel. On va voir qu'il y a des services de type utilitaire, des services de type guidage sur instruction de travail, des services de remontée de constat terrain. Et je reprendrai la parole après la lecture de cette vidéo. Spix, rappelle-moi ce que je dois contrôler. Vous devez contrôler le moteur B612. Spix, la tension est de 12,7 volts. 12,7 volts. Validé. Spix, l'inspection de la turbine est validée. Ok, veuillez confirmer. Confirmé. Combien font 25 degrés Celsius en Fahrenheit? En réaumur? En Kelvin? Le résultat est 198,15 Kelvin. Parfait, Spix. Appelle Gabriel. Oui, allô? Donc sur cette vidéo, on a pu voir plusieurs choses. Aujourd'hui, effectivement, ces services d'assistance vocale, l'ensemble des besoins remontés du terrain, on sait y répondre. C'est-à-dire que ce soit le besoin donc de guidage, d'assistance, d'aide au diagnostic de panne, de remontée de constat terrain, de système de commande machine, l'offre est relativement mature. Elle est relativement mature, en effet, sur donc, tout ce qui est donc, interface et reconnaissance vocale. Là, on vient de voir avec Philippe comment interagir avec le vocal dans un rapport 1 à 1 homme, une machine, à travers notamment un casque audio. Pour finir, je vais vous proposer de regarder comment on peut interagir avec la voix dans un rapport plutôt plusieurs et à 1, donc plusieurs hommes et une seule machine. Imaginons que je souhaite que mes opérateurs puissent interagir avec un robot, avec une machine, avec une salle de contrôle, une salle d'opération par exemple pour des chirurgiens, sans porter de casque. Il va falloir que cette voix soit incarnée. Et elle devra être incarnée, je vais vous expliquer pourquoi, par un visage. Pourquoi? Parce que si je parle comme ça dans le vide, dans une salle par exemple d'opération, ou que je parle à un robot qui ne va pas véhiculer un visage expressif comme je peux avoir ou Philippe, ça va demander beaucoup de charge cognitive et ça va aussi être très problématique socialement, dans un espace collectif, de parler en fait à une boîte. Pour vous en convaincre, vous pouvez faire cette expérimentation qui consiste en fait à prendre une enceinte connectée, une Google Home, une Amazon Echo pour citer les plus populaires, et la mettre sur un robot, ou la mettre dans une salle d'opération, ou la mettre dans une salle de contrôle, en tout cas un endroit où vous voulez interagir avec la voix, et vous verrez que personne n'arrivera naturellement à aller interagir avec un tel dispositif, parce que ça demande beaucoup de charge cognitive.
On n'est pas fait, nous les humains, pour parler voilà, comme ça intuitivement, vocalement, en extériorisant à une boîte. À l'inverse, avoir un visage qui va vous regarder, qui va vous donner la sensation qu'il existe, qu'il est présent, que vous existez à travers le regard de cette machine, va derrière faciliter justement la prise de parole. Alors chez Spoon, ça fait 4 ans aujourd'hui qu'on travaille sur cette problématique d'animation de visage. On parle notamment d'interaction animale, d'interaction émotionnelle, primaire, fondamentale. C'est plein de petits codes d'interaction non verbale qui vont justement accompagner la parole. Un suivi de regard quand je me déplace. Si je souris, le visage me sourit en retour. C'est ce qu'on attend de toute interaction avec son prochain. C'est des codes qu'on ne maîtrise pas forcément consciemment. Là, c'est ce qu'on appelle la symétrie mimétique. On le fait sans se rendre compte. Ça fait appel à un concept qui est les neurones miroirs. Vous le connaissez, je baille, tu bailles. Mais c'est des choses que si on ne l'intègre pas dans le visage, ces couches d'interaction un peu primaires, il va y avoir un gène en fait, dans l'interaction. Et en fait, on ne va plus voir le visage, on va voir un écran noir, on va voir un tas de ferraille. Et ça va être difficile du coup de libérer la parole. On parle notamment, à travers ces interactions animales qui viennent accompagner la parole, d'induction de charge connective, de libérer la parole, de créer donc une connexion. Alors, il y a 2 inconvénients aujourd'hui par rapport à cette nouvelle forme d'interface homme-machine. La première, c'est qu'on va devoir rajouter en plus du micro une caméra sur le dispositif pour que le visage artificiel puisse voir les personnes justement qui sont devant lui, puisse détecter leur présence, analyser leurs expressions faciales et faire ces fameuses réactions et symétries mimétiques. Il y a un deuxième inconvénient qui est qu'on ne va pas pouvoir traiter tous les cas d'usage. Avec le casque audio, comme on a pu le voir avec Philippe, on peut divulguer des informations qui peuvent être confidentielles, alors que dans un espace ouvert, il faudra que je fasse attention aux informations qui vont être vocalisées. Voilà donc les 2 principaux inconvénients. Pour finir, l'usage qui est le plus promoteur de ces nouvelles formes d'interface, mais qui est assez peu connu du grand public, c'est d'utiliser en fait cette forme d'interface pour des opérateurs qui vont être très sollicités cognitivement. Par exemple, un pilote d'avion de chasse ou un astronaute. On travaille par exemple avec le CNES pour embarquer dans l'ISS des personnages pour accompagner justement les astronautes sur des tâches à très forte charge cognitive. Alors pourquoi le visage? Parce que le visage a cette capacité, avec juste un regard, juste une expression, à communiquer un message qui va être beaucoup plus facilement assimilable que s'il avait été écrit ou vocalisé. On arrive à notre conclusion. Alors je vous rappelle juste la problématique. Les interfaces vocales ou l'assistance vocale au sens large sont-elles aujourd'hui des solutions assez matures pour permettre à des opérateurs d'interagir avec des machines, des robots ou des systèmes d'information? Alors on espère avec Philippe qu'on a pu vous apporter des éléments de réponse. Je vais laisser Philippe finir sur la conclusion avec un retour assez franc mais honnête, vous verrez, sur un peu la maturité, comment est perçue en tout cas la maturité par les différentes parties prenantes du marché. Merci Luc. Donc la situation aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, la techno est mature, c'est vrai. La reconnaissance vocale, les premiers tests, essais, développement datent de 1971. Et donc, depuis tout ce temps-là, tous les développeurs, concepteurs de solutions ont largement pu améliorer, notamment la performance de la reconnaissance vocale depuis 1971. Le rôle d'un assistant vocal, j'en ai parlé tout à l'heure, il est connu. Aujourd'hui, quand on parle de complément à des logiciels dans les systèmes d'information existants, donc à la fois ERP, MES et EAM-GMAO, la liste des services répondant aux besoins des opérateurs, elle est connue. Vous avez des besoins de type recherche d'information, des besoins de type assistance à l'instruction de travail, vous avez des besoins de communication, vous avez des besoins liés à des utilitaires, lancer une calculette, un timer, un convertisseur. Donc tout ça est parfaitement connu depuis plusieurs années et mon entreprise, Simswaps Industrie, a largement contribué à défricher ce travail de segmentation et réponse aux besoins. Les ROI sont connus aussi. Les ROI, aujourd'hui, autour de ces technologies, il y en a 5. Il y a le gain de temps, évidemment, donc tout le monde comprend que permettre à un opérateur d'interagir par la voix avec un système va lui éviter d'arrêter de travailler, donc de garder les mains et les yeux occupés à sa tâche, éviter d'aller au poste de travail, d'aller saisir de l'information, d'aller la lire et de retourner enfin, après plusieurs secondes ou plusieurs minutes, à son poste de travail. Donc le gain de temps paraît absolument évident. Il y a d'autres gains un petit peu plus fins, mais qui sont aussi intéressants, c'est la réduction de la non-qualité. Beaucoup de techniciens aujourd'hui travaillent sur des opérations qui sont complexes, qui sont rares, qui sont critiques, et où ils peuvent se tromper.
L'assistant vocal, dans sa capacité d'assistance justement intelligente, va peut-être permettre que l'opérateur fasse moins de bêtises dans la réalisation de ses tâches. Le troisième sujet, c'est la sécurité. L'assistant vocal a une forte capacité à pusher ou à pousser à l'opérateur des points d'alerte, des points de vigilance, le rappel des équipements de protection, le rappel des bons outillages, et va participer d'une façon assez importante à la sécurisation des personnes et des opérations. Quatrième point, c'est le confort et le bien-être liés à l'acceptabilité de ce type de technologie. Effectivement, le technicien, si on lui propose un système qui va lui éviter de se tourner, avec un petit sujet autour des TMS quand même, qu'on observe sur certains postes de travail, va lui éviter d'aller marcher, de revenir, etc., il va être beaucoup plus confortable en fait dans la réalisation de ses tâches. Puis le dernier point, c'est la remontée de constat terrain. Un des points très très forts en fait de l'assistant vocal, c'est d'être capable de remonter une observation terrain de façon très très structurée et qui va pouvoir alimenter un processus, alors qui est très très connu dans les grandes entreprises industrielles, qui s'appelle le REX, le retour d'expérience, qui est en fait basé sur la collecte d'informations terrain, l'assistant vocal y participe, mais également sur l'analyse, sur le déclenchement d'actions correctives et le suivi d'actions correctives. Donc les ROI, encore une fois, j'insiste, attendus autour de cette technologie, aujourd'hui sont particulièrement bien cernés. Voilà. Un point aussi important, les opérateurs sont prêts à utiliser ces technologies, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient technophiles, technophobes. Chez Simsoft Industries, on a réalisé des dizaines et des dizaines d'expérimentations de terrain dans des contextes opérationnels très très différents. Il y a une adhésion forte en fait autour de ces technologies par les techniciens, étant entendu que le technicien a pu trouver son propre retour sur investissement. Alors par contre, la situation est loin d'être aussi rose dans les grandes entreprises industrielles. Aujourd'hui, il y a 3 phénomènes qui se manifestent. Vous avez une direction qui est complètement déboussolée par l'industrie 4.0, alors à la fois par les technologies qui sont amenées par cette industrie 4.0, mais aussi par l'agilité et la flexibilité que ça demande, à la fois au niveau des processus et au niveau des personnes. Et aujourd'hui, le chemin est long pour acquérir cette flexibilité et cette agilité. Deuxième point, c'est l'innovation. L'innovation, dans ces grands groupes industriels, elle est maltraitée. Enfin, moi, combien de fois j'ai entendu de la part de techniciens que, de toute façon, si ces dispositifs viennent de l'innovation, ils ne seront pas utilisés. Donc, l'innovation qu'on retrouve aujourd'hui dans les salons, dans les conférences, a, en pratique, très très peu de pouvoir, très très peu de rayonnement et très très peu de moyens financiers pour procéder à ces innovations. Troisième sujet vraiment difficile, c'est l'IT. Aujourd'hui, l'IT dans les grands groupes industriels a un pouvoir de blocage absolument énorme vis-à-vis du déploiement de ces nouvelles technologies, en particulier de l'interaction vocale et de l'assistance vocale. C'est pareil, tout le monde reconnaît en interne grand groupe que l'IT, qui est normalement censé être au service des métiers, c'est plutôt les métiers qui sont au service de l'IT. Merci Philippe pour ton retour franc. Pour finir sur une touche positive, il faut savoir qu'il y a un élan positif, quand même, quand on en discutait avec Philippe, qui apparaît de plus en plus quand même autour de cette communauté d'acteurs des interfaces vocales dont nous faisons partie, qui est motivée par la maturité de cette technologie, mais aussi par ses premiers clients ces dernières années, qui ont osé justement, qui ont eux franchi le pas et qui aujourd'hui témoignent de plus en plus fort, heureusement, du succès et de cette réelle maturité. Tout à fait. On vous rejoint dans un instant pour partager vos réactions et vos questions. À tout de suite.